Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler des deux anthologies de Tatsuki Fujimoto, ces deux recueils de one-shot disponibles chez Kazé, 17-21 et 22-26. Ces deux recueils de one-shot sont donc des histoires courtes que Tatsuki Fujimoto a fait tout au long de sa carrière, qu'il a débuté donc très jeune. Pour le contexte de sa vie, Tatsuki Fujimoto a subi un drame, un séisme qu'il y a eu, et ça a vraiment changé sa vie et sa perception de voir les choses, et c'est quelque chose qu'on va voir un peu tout au long de cette vidéo. Donc dans chacun de ces deux recueils, il y a 4 one-shots faits par l'auteur, donc 8 au total, qui représentent à peu près tout au long de sa vie. Et l'avantage c'est que c'est trié un peu par chronologie, donc on va voir un peu son style artistique évoluer, ainsi que les thèmes qu'il traite, qui sont de plus en plus sérieux, mais qui gardent quand même une trame qu'il a depuis le début. Petite précision, tous ces recueils de one-shot ne contiennent pas toutes les histoires que Fujimoto a fait. Il y a notamment Tetele Pozan, qui est sa première œuvre qu'il a publiée, qui est une œuvre qui est assez, on va dire, amateur. Je pense que ils ont fait des choix au niveau des histoires pour garder, on va dire, les meilleures, en tout cas celles qui ont plus de sens dans la vie de Fujimoto, parce que c'était vraiment une petite histoire qui n'a peut-être pas spécialement d'intérêt, je pense, mais en tout cas, ils n'ont pas mis toutes les histoires, donc je vous invite à fouiller si vous voulez vraiment voir toutes les histoires. Il n'en reste pas beaucoup, mais c'est toujours intéressant de voir. Il y a quelques-unes qui s'étaient même pas traduites, donc ça va être compliqué de les trouver, mais au moins savoir ce qu'il a fait à côté, c'est toujours intéressant, mais ça n'a pas lien avec sa vie professionnelle ou personnelle. On va commencer par les poules, ou plutôt deux poules au fond du jardin, ou en japonais, Niwa 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 Niwa, Tori Ga Ita. Pour résumer, c'est la quasi-fin de l'humanité, les aliens sont arrivés sur Terre et, vu qu'ils mangent les humains, ont quasiment décimé l'humanité entière, et il reste cependant quelques survivants pour l'instant, dont 2 enfants qui sont au fin fond d'une école, habillés en poulet, parce que les aliens ne mangent pas de poulet, et donc c'est un peu une façon pour survivre. Donc déjà on a le thème de l'école qui est présent, le thème de l'obligation, car on sent que à la base l'alien qu'on suit est lui obligé d'avoir une relation avec une fille, qui est une fille alien, et les enfants aussi sont obligés de s'habiller en poulet, on va dire de s'humilier, pour survivre, parce que sinon s'ils s'habillent en humain, ils vont se faire déchiqueter. Et du coup la notion d'obliger à faire une tâche, c'est une chose qui est très présente dans l'œuvre de Fujimoto. On peut parler de Denji qui lui fait des choses ignobles parce qu'il en est obligé pour survivre dans Chainsaw Man. On peut parler de beaucoup de choses, on peut parler de Annie qui est obligé de vivre, qui vit malgré la douleur qu'il a, parce qu'il est devenu immortel. Le thème de l'obligation dans les œuvres de Fujimoto c'est très important. Donc voir que c'est mis dès ses premières œuvres, c'est vraiment que ça montre que c'est quelque chose d'important pour lui, et je pense que ça a un lien du coup avec cette histoire de séisme qu'on va parler un peu plus tard, parce que je pense qu'il se sent un peu obligé de faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas faites sans. Parce qu'en fait à la base, quand il dessinait, ça n'avait pas de sens, il trouvait plus de sens après cette histoire, et c'est au fur et à mesure, à force de dessiner, à force de s'obliger à dessiner, à force de continuer dans cette voie, sans savoir à la base pourquoi, il a compris l'intérêt de ses œuvres, et c'est ça qui l'a motivé à continuer. Mais cette notion d'obligation, je pense qu'elle a vraiment un sens particulier pour l'auteur, donc c'est intéressant de voir que c'est dès le début qu'on voit déjà ces thèmes. Il y a aussi, comme dans toutes les œuvres de Fujimoto, une part de what the fuck, et cette part de what the fuck, c'est la présence d'aliens, les aliens qui apparaissent d'un coup sur la page d'après, ça surprend. Pareil pour le moment où on découvre les élèves habillés en poulet. Donc avec le thème du what the fuck, il y a également le thème de la surprise qui est toujours assez présent. On va pas répéter les deux, mais en gros il y a tout le temps le what the fuck et de la surprise dans les œuvres de Fujimoto. Dans ce cas précis, il y a le thème du véganisme, parce qu'en fait les aliens justifient le fait de tuer des humains par le fait que les humains, eux, de base, tuent des animaux pour manger sans se poser de questions. Alors c'est vraiment une critique directe du fait de manger en fait de la viande, etc. qui est remis en cause par la logique des aliens, et on peut pas leur donner tort à ce niveau-là, c'est qu'on mange de la viande et eux ils mangent leur viande, qui est nous dans le cas de ce one-shot. Il y a aussi le thème de la solidarité, parce que du coup au final il y a un alien qui, malgré le fait que c'est un alien et qu'il a envie de manger peut-être des humains, va essayer de sauver les derniers humains en les emmenant quelque part. Évidemment il y a la part de tragique dans tout ça, parce que c'est la fin du monde, et au final à la fin c'est vraiment la fin du monde, il n'y a plus d'humains, et on va vraiment avoir un côté la fin de quelque chose quoi.
à la fin de quelque chose, mais on veut s'en rappeler quand même, du côté des aliens du coup, ce moment précis où il restait encore très peu d'humains, parce que il n'y en a plus maintenant, et donc je ne sais pas comment ils ont fait pour survivre, etc. à la fin, mais je veux dire, ils ont quand même été une partie de leur histoire. Et donc dans ce recueil, Fujimoto a fait un petit bonus à chaque fin de one shot, où il explique un peu le contexte de ce one shot, et là il nous dit qu'en fait il a créé ce one shot pendant la période avant de rentrer en école d'art, lorsque sa région a été frappée par un séisme, et qui a fait que ça a retardé tout ça. C'est la première fois qu'il a vraiment appris à finaliser des planches, à faire beaucoup de choses, donc ça l'a appris à beaucoup de choses, et en fait c'est dans ce contexte là, juste après un drame qui est arrivé, qu'il a tout simplement essayé de faire ce one shot. Donc c'est pour ça que je vous parle un peu de tout cette histoire de CS et tout, parce que ça a vraiment un lien, et c'est, on va dire, cette partie de 17 à 21, c'est vraiment la période où ça l'a plus influencé à mon avis, parce que ces histoires se regroupent un peu autour de ça. Deuxième histoire, l'élève Sasaki a arrêté une balle, où Sasaki-kun ga Judan Tometa. Sûrement mon histoire préférée de ce premier recueil. On suit donc l'élève Sasaki qui, lui, de son côté, renie un peu l'amour qu'il a envers sa professeure. Donc déjà on a le thème de l'école, et on a le thème de l'amour qui va revenir plusieurs fois dans ses prochains one-shots. Il renie l'amour envers sa professeure par le fait qu'il la considère comme une déesse, et donc c'est normal, et voilà. Et donc oui, le reniage de l'amour, ou le fait de se demander qu'est-ce qui se passe dans notre cœur avant de tomber amoureux, et ça c'est un thème qui revient très très souvent. Dès que l'auteur parle d'amour, il a toujours cette histoire de palpitement dans le cœur. Je pense que ça a même un impact dans Chainsaw Man, on se demande, ou des fois Denji se demande s'il est amoureux ou pas, il ressent des trucs mais il sait pas trop c'est quoi. Et ça, je pense, c'est vraiment pour accentuer sur l'effet adolescent de l'amour, qui découvre l'amour. Et c'est quelque chose que l'auteur aime bien mettre à chaque fois, et c'est important de le notifier, quoi. Ce manga a également pour thème l'agnosticisme. C'est en fait le fait de ne pas renier ce que l'on ne peut pas prouver dans un sens. Et là, c'est plus de l'agnosticisme au niveau des envies, au niveau des objectifs. Un objectif qui paraît même impossible, s'il n'y a aucune preuve que c'est littéralement impossible, s'il y a même 0,0001% de chance d'y croire, on peut y croire. C'est un peu de l'agnosticisme dans un sens. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce one-shot. Encore une fois, évidemment, on a le thème de l'école. Et cette fois, et on peut le relier avec Look Back qui s'est passé plus tard, le thème du terrorisme est également revenu. Un ancien élève qui débarque d'un coup, armé, parce qu'en fait, il en veut à la professeure. Il en veut un peu pour des raisons floues, mais en gros, il est un peu frustré sexuellement. Et en fait, il veut pas spécialement faire d'autre chose que faire du sexe avec la professeure. Et la professeure, elle est plus dans un sens où elle veut protéger absolument ses élèves. C'est une professeure responsable, et donc elle va accepter de faire cela. Mais cela va horripiler, on va dire, l'élève Sasaki, qui lui va se mettre contre cette décision et tout simplement provoquer le terroriste. Donc avec ce terroriste, on a évidemment le fait de l'échec de la vie, une personne qui est devenue fou. Ça c'est aussi quelque chose qui revient plus tard. Et aussi quelque chose qui revient, c'est la notion de ce que dit le terroriste, c'est qu'en gros, on lui a rien dit à elle sur ce qu'elle a fait, parce qu'elle est connue, elle est célèbre, elle est bien vue en fait des élèves, etc. Alors que lui, de base, c'était un élève plutôt, on va dire, pas célèbre, qui était en fait un peu reclus. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que si les deux faisaient quelque chose d'horrible, lui il serait pas mis en prison, pendant qu'elle, elle aurait rien, parce que elle est bien vue. Genre vraiment, c'est quelque chose d'assez qui revient assez souvent en fait, la notion un peu de, pas un peu d'hypocrisie qu'il y a, mais comment dire, que les personnes se font un avis sur les gens sans les connaître vraiment. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important aussi dans l'histoire de Fujimoto. Mais bon, comme pas mal de thèmes qui vont venir par la suite. Et il y a aussi le thème de la tragédie, parce que c'est une histoire triste, on voit quelqu'un de profondément désespéré, et il y a toujours cette notion un peu négative, on va dire, qu'il y a dans ces œuvres. Et l'autre part de What the Fuck, c'est également ce qui va se passer après. En fait, l'ancien élève va tirer sur l'élève Sasaki, mais lui, comme l'un de ses rêves qui semblait impossible était d'aller sur la lune, va essayer de le réaliser, il va attraper la balle en pleine action, comme si le temps s'était ralenti, comme il a réussi à l'arrêter. Et en fait, on va apprendre plus tard que c'est en partie grâce à la professeure, qui est vraiment une déesse. Donc pareil, c'est quelque chose d'assez spécial. Et enfin, il y a
quelque chose qui revient encore une fois beaucoup, je sais que j'ai répété beaucoup ça, mais c'est quelque chose de très important à préciser, c'est le fait d'avoir une famille un peu cassée en deux. C'est-à-dire que là, c'est le père qui est mort, mais son père était astronaute, et c'est pour ça qu'il a voulu devenir astronaute, pour se dire que s'il allait sur Lune, il allait peut-être le retrouver. Finalement, le côté fataliste fait qu'il ne retrouvera pas son père, mais il a aussi allé sur Lune quand même, alors que c'est un rêve qui semble inaccessible, parce qu'il a décidé d'y croire, car il ne pouvait pas prouver que ce n'était pas impossible. Et c'est ça que sa professeure lui a dit, c'est qu'elle y croit, c'est qu'elle peut y croire parce qu'en fait, il n'y a pas de preuve qui dit que c'est impossible à 0,0%. Tant qu'il y a 0,001% des chances d'y croire, il faut y croire, et c'est un peu une mentalité un peu shonen, on va dire, de la vie, qu'il faut plus ou moins prendre selon moi, mais ça dépend des gens évidemment. Donc en bonus, alors je sais pas si je suis influencé un petit peu par ça, mais c'est également l'histoire préférée de Fujimoto sur ce recueil. Ça parle de beaucoup de choses au final, et moi, certains, c'est ma série qui m'a plu le plus sur 17-21, en comptant 22-26, je pense pas, mais vraiment très cool en tout cas. Et également, Fujimoto dit que le personnage de l'élève Takeshi, protagoniste du manga Suzuki Sensei, l'a beaucoup influencé dans ce one-shot, tant pour l'aspect graphique que psychologique. Et pour la dernière case, il se souvient avoir hésité entre la Terre et une météorite. Troisième one-shot de ce recueil, c'est L'amour est aveugle, ou en japonais, Koi wa Mumoku. Alors ce one-shot, il a pour thème l'école, l'amour, et plus précisément les rom-coms interminables pour avouer les sentiments. Encore une fois, du what the fuck et de l'alien, une notion de fin de monde, et pas de tragique cette fois-ci, mais plutôt du comique. C'est-à-dire qu'en fait on suit du coup un élève qui veut tout simplement déclarer sa flamme, et malgré le fait que autour de lui c'est de plus en plus n'importe quoi, on va dire que il doit abandonner un projet scolaire parce qu'il veut se déclarer, il y a quelqu'un qui va essayer de le racketter, mais vu qu'il n'a pas le temps, il va donner son uniforme en mode laisse-moi tranquille, je veux me déclarer, et il y a même les aliens qui débarquent parce qu'ils veulent mettre fin à la Terre. Mais lui, il dit qu'il s'en fiche de leurs histoires, lui ce qu'il veut c'est se déclarer à celle qu'il aime. Et au final, vu qu'il déclare sa flamme malgré tout, il va provoquer au final pas de fin du monde parce que ces aliens finalement ont été un peu émus par cette scène et ils n'avaient pas le cœur de tuer la Terre. Donc au final, il arrive à sortir avec celle qu'il aime. Malgré le fait qu'il va partir à l'étranger. Ça se veut sans prétention, il n'y a pas de grande histoire je pense. Et en bonus, on apprend qu'en fait, les éditeurs du Jump SQ voulaient qu'ils réduisent la taille de ce one-shot qui était 31 pages, ils voulaient le passer en 16. Et en fait, c'est un problème que Fujimoto a encore aujourd'hui, c'est de raconter des histoires plus longues que ce qu'il devrait les raconter. Alors moi, personnellement, je trouve que cette taille de one-shot était plutôt ok, parce que y a quand même 3 actions qui se passent et une conclusion quoi, mais ça peut se comprendre. Et enfin, on va avoir en dernier one-shot de ce premier recueil, Shikaku, qui s'appelle aussi en japonais Shikaku. Donc cette fois-ci, on va avoir une notion qu'on va plus voir par la suite, c'est la notion d'enfant, enfin de psychopathe on va dire. Vraiment, c'est dans le sens où l'enfant a mangé des animaux un peu sales quoi, c'est un peu une notion un peu spéciale. C'est un peu une notion aussi avec l'auteur en lui-même, vous allez voir dans le deuxième recueil ce qu'il va raconter, mais en fait on a un peu un enfant en fait déjà qui est maltraité par sa famille, plus particulièrement par sa mère. Son père a l'air d'être un peu plus contre, mais il n'a pas d'autorité comme la mère, donc il n'arrive pas un peu à l'arrêter ça. Et donc l'enfant considère un peu aussi son père comme fautif, parce qu'en fait sa mère n'essaie pas de comprendre pourquoi elle est comme ça, et la frappe en fait. Clairement, genre c'est vraiment de la violence familiale, donc c'est un thème directement tragique, dès le début il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, c'est l'enfant mange un aliment qui n'est pas censé manger, sa mère la frappe, et c'est son éducation quoi. Donc déjà ce personnage physiquement il ressemble à Makima, on va le voir déjà un peu dans sa psychopathie on va dire au final, mais surtout physiquement en fait on a un premier design qui ressemble vraiment à Makima, mais en plus enfant, et au final on va apprendre que cet enfant qui vit va devenir un peu une tueuse à gages. Ce qu'elle est devenue au final dans Chainsaw Man, on va dire. Il y a toujours évidemment cette notion de what the fuck, c'est quelque chose qui fait partie de Fujimoto dans ses one-shots et dans ses œuvres, avec une proposition délirante d'un de ses clients qui veut la payer 100 millions pour le tuer. En fait, cet homme c'est un vampire qui date de 3500 ans et qui n'a plus rien à faire dans la vie. Tout simplement, il est lassé de la vie. Du coup, c'est un lien direct avec Fire Punch, qui se passe dans Fire Punch, qui a été fait quelques ans plus tard. Cette notion d'ennui, là, c'est vraiment l'ennui, comme il dit. L'homme a tout fait.
et donc elle va essayer de le tuer mais elle va pas réussir, ce qui va un peu démoraliser l'homme qui est déjà un peu négatif dans sa vie. Mais ils vont un peu discuter, ils vont apprendre qu'ils ont un peu des liens en commun. En fait, vu que c'est un vampire et qu'elle c'est une tueuse à gages, surtout elle qui a un côté un peu psychopathe, malgré le fait qu'elle a l'air gentille, elle a l'air un peu bizarre et les gens la jugent un peu pour ça en fait. Ça rappelle un peu d'autres personnages dans Fujimoto qui sont un peu jugés par leur apparence. C'est un thème qui est souvent l'acceptance des autres, l'acceptance de soi. En fait, beaucoup de gens s'arrêtent au superficiel. C'est un peu le message de cette discussion. Et donc après, elle est repartie chez elle et entre temps, en fait, elle a eu des battements dans le cœur. Des battements dans le cœur qui veut dire qu'elle est amoureuse, mais elle sait pas c'est quoi. Encore une fois, c'est quelque chose qui revient souvent. Et en fait, elle va revenir voir le policier, lui demander ce que c'est. Lui, il ne sait pas, oui, il veut faire un peu semblant de pas savoir. Et donc, il va lui dire d'aller à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, elle est recherchée en fait, sauf qu'elle est recherchée de partout. Donc, quand elle est à l'hôpital, toute la télé va arriver chez elle. Et donc, le vampire est en train de regarder la télé, parce qu'on l'a dit de regarder la télé, nanana. Et elle va lui dire qu'elle est amoureuse de lui. Et pour la première fois depuis 4 siècles, il va rigoler. Il va se fendre une barre, littéralement. Sauf que juste après, elle va se faire fusiller, clairement, par des personnes qui voulaient la tuer. Et donc, il va courir là-bas pour la transformer, donc avant qu'elle meure, en vampire. Et cette scène fait extrêmement penser à ce qui se passe dans la série Monogatari, que l'auteur de Gentleman a vu forcément parce qu'il s'en est inspiré pour une des scènes de Gentleman. Je vais pas vous mettre laquelle parce que ça spoil, mais il y a une grosse inspiration de Kizu Monogatari dans Chainsaw Man. Bref, tout ça pour dire que c'est une inspiration directe, le thème des vampires, le fait d'être un peu invincible, etc. Et enfin, dans cette œuvre, il commence à avoir aussi la notion de pardon qui va être présente dans beaucoup d'œuvres de Fujimoto, la notion de s'excuser un peu pour rien. Alors ça, à mon avis, grandement un lien avec ce qui s'est passé vis-à-vis de son séisme, tout simplement parce que il s'excuse un peu d'être là, alors que d'autres ne peuvent pas être là. C'est un peu la notion un peu qu'il a un peu dans sa vie, c'est pourquoi il est là, pourquoi il fait du manga, pourquoi. Il se pose beaucoup de questions, Fujimoto, et ses œuvres des fois aident à le libérer. Et donc en fait cet éclat de rire va faire que le vampire va sauver la protagoniste, et après on vit plusieurs siècles ensemble, et tout simplement le vampire va se taper des barres avec elle, parce qu'en fait elle est différente des autres, et tout simplement c'est une vraie relation qui s'est développée entre eux, quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années, parce que il essayait de se morfondre, pourquoi je veux mourir, je m'ennuie. En fait, le fait d'avoir cette rencontre inopinée, qui s'est transformée par une amitié, peut-être amour, on ne sait pas, avec une personne assez spéciale également, qui a toujours des idées tellement spéciales que ça le fait rire. Et c'est comme ça que l'histoire se finit. Donc c'est une finale qui se rappelait très tragique, mais qui se finit bien. Et ça dépend. En fait, les c'est soit c'est tragique, soit c'est positif. Il n'y a pas d'entre deux. Même s'il y a toujours au moins cette notion tragique pendant le petit bonus pour Shikaku. L'auteur a fait cette œuvre sous 39 de fièvre. Donc bon, c'est pas idéal à mon avis, il faut faire une idée, mais voilà ce que ça donne, une idée de Fujimoto sous 39 de fièvre. Il a fait également une idée alors qu'il était sous grosse gastro, c'est ce qu'il dit, mais au final, il n'a pas été accepté cette fois-ci. Et donc à la fin de ce jeu, il y a une interview dans laquelle il raconte son histoire. À l'âge de 17 ans, je suis entré à l'université des arts de Yamagata. Le grand séisme qui secoua la région de Tohoku venait de se produire. Dans ces circonstances, j'imagine que, comme moi, mes camarades se demandaient s'il était raisonnable de continuer à dessiner comme si rien ne s'était passé. Désireux de me rendre au moins un peu utile, j'ai pris part à une action de volontariat pour la reconstruction de la ville d'Ishinomaki. Dans le bus qui m'a mené là-bas, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants en art ou en sport qui partageaient ma vision des choses. Arrivé à destination, j'ai travaillé avec eux au déblaiement des débris qui obstruaient les caniveaux d'une zone résidentielle. Pendant toute une journée, on a rempli des sacs entiers de terre pour les charger sur un camion, mais sans en voir le bout. Une trentaine de personnes avaient œuvré une journée entière sans pouvoir remplir leur mission. Face à cette réalité, je me suis senti impuissant. Dans le bus du retour, tout le monde était effondré. Un étudiant en sport avec qui j'avais bossé a lâché, on est venu pour rien. Après cette expérience, j'ai pu participer une seconde fois à une mission d'aide à la reconstruction, mais par la suite, je n'y ai plus pris part. La peinture à l'huile que j'utilisais alors coûtait beaucoup d'argent et j'étais contraint de dessiner des mangas pour en gagner. Depuis l'âge de 17 ans, un sentiment proche de l'impuissance continue de me hanter. Et régulièrement, à chaque fois qu'un événement tragique s'est produit, l'impression que mon travail n'avait aucune utilité s'est renforcée. Récemment, gagné par l'envie de cracher ce sentiment à la face du monde, j'ai dessiné une histoire intitulée Look Back. Et il me semble qu'étrangement, le processus créatif a eu pour effet d'atténuer un peu mes angoisses. En observant ce présent recueil ainsi apaisé, je me suis souvenu de plein de choses, que je ne dessinais pas seulement submergé par l'impuissance, mais aussi avec la faim au ventre, que durant tout ce temps, je m'exerçais au dessin avec mes amis, et des souvenirs heureux me sont revenus en mémoire, au point de me demander pourquoi je n'avais gardé en tête que les moments sombres. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis heureux qu'au-delà de Look Back, ces histoires courtes aient, elles,
aussi été édité. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que j'étais opposé à l'idée de voir paraître des recueils d'histoires courtes, parce que décider des couvertures et écrire des commentaires comme celui-ci me gonflait. Mais aujourd'hui, je suis heureux qu'on m'ait donné la chance de les publier. Et c'est comme ça que se termine la première anthologie 17-21. On enchaîne avec 22-26, avec la première œuvre de ce deuxième recueil, la Rhapsodie des sirènes, ou en japonais, Ningyo Rhapsody. Alors cette fois-ci, on a la notion de père qui est un peu dépressif, qui n'a plus rien à faire de son enfant depuis la mort de sa mère, et donc un enfant qui lui veut quitter l'école, enfin qui sèche l'école depuis un peu ce moment, on dirait. Il ne se rappelle plus de rien de sa mère, que ce soit sa voix, son visage ou même ses plats, quelque chose qui est arrivé, et on sait juste que sa mère c'était une sirène. Encore une fois, il y a ce côté what the fuck qui va arriver, il va descendre sous l'eau, il a un peu des pouvoirs un peu de sirène, donc il peut un peu respirer un peu plus longtemps, et il va faire du piano dans l'eau parce que c'est un piano qui est posé là, qui peut faire de la musique, qui est... En fait, ce qui va se passer, c'est que Sirène va un peu écouter sa musique et trouver qu'il joue bien. Et finalement, il va un peu tomber dans les pommes, mais elle va le ramener en haut pour qu'il respire. Et là, va un peu lancer une petite romance, on va dire, entre ces deux personnages, sachant que les sirènes, eux, de base, sont tout simplement tuent les humains. Enfin, c'est la rumeur qui court en fait. Mais elle ne veut pas le tuer spécialement, on va dire pour l'instant. En fait, elle essaie de se contenir, clairement parce qu'elle a des pulsations en fait de sirène dès qu'elle voit du son. Mais vu qu'elle ne voit pas de son, elle peut à peu près, on va dire, se tenir. À noter, mais le prota s'appelle Toshihide. C'est un nom qui revient dans le one shot juste après, donc je sais pas si c'est vraiment un sens qui s'appelle Toshihide ou pas. Peut-être que c'est juste la flemme, pas d'idée pour un autre prénom, mais ça peut être un sens aussi avec l'œuvre. Ce qui est important à préciser aussi, c'est que le protagoniste défie la mort par amour. En fait, il la défie de deux façons différentes. Tout d'abord par amour de sa mère quand il va sous l'eau pour faire de la musique. Donc il prend le risque de se noyer pour essayer de se rappeler d'elle en faisant de la musique. Et aussi en se prenant l'amour pour la sirène qui peut à tout moment le tuer. Et ce qui rappelle donc évidemment son père qui a lui aussi pris ce risque en tombant amoureux de la mère du protagoniste qui était elle également une sirène. Donc cette fois on a le thème de la musique, un peu de l'art on va dire, mais du piano, et ce côté toujours what the fuck avec les sirènes qui arrivent, les sirènes qui tuent un peu les gens. Et encore une fois il va découvrir l'amour, il va avoir un peu des palpitements au cœur, il va pas savoir c'est quoi. C'est encore une fois quelque chose que Fullmetal met en avant, c'est vraiment pour montrer, en fait vu qu'à chaque fois dans beaucoup de ses œuvres c'est souvent des collégiens, des lycéens, des jeunes adultes on va dire, c'est toujours ce sentiment de premier amour. Et au final, on va avoir une fin heureuse, c'est-à-dire qu'en fait, après qu'il s'est fait un peu agresser finalement par la sirène, parce que y a un requin qui est arrivé, qui l'a mordu, et donc il y avait du sang, et donc elle l'a mordu elle aussi, parce que pulsation quoi. Il va un peu avoir envie de plus y aller, enfin il commence à avoir peur d'elle, alors qu'il essaie de pas avoir peur d'elle, parce que il est amoureux d'elle, mais il va pas avoir une relation avec son père, une relation qu'il n'a pas vue depuis longtemps, parce qu'en fait, son père va plus lui expliquer qui était sa mère et pourquoi il l'a épousée malgré le fait que c'est une sirène, tout simplement parce qu'il avait peur de la perdre. Et finalement, il l'a perdue, mais c'est pour ça qu'il l'a épousée, et vis-à-vis de ce témoignage, il va essayer de se rapprocher d'elle en rejoignant, et au final, il trouve une méthode un peu pour rester sous l'eau, c'est d'embrasser la sirène à chaque fois pour un peu comme pour respirer de l'air, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il va faire pour faire du piano plus longtemps. Au final, les autres sirènes, pareil, vont l'adopter, on va dire, dans la famille, même s'il commence à avoir peur d'elle, il va essayer de tout faire pour ne plus avoir peur des autres, parce que du coup, il commence à ne plus avoir peur d'elle ni de sa mère, grâce à... Parce qu'en fait, il les a toujours vus sourire. En fait, il commence à avoir un rappel de ce qui s'est passé avant avec sa mère, et en fait, il la voit sourire dans ses souvenirs. Et pareil pour la sirène, et c'est quelque chose qui va essayer de le sourire, il va essayer de relier au fait que ce soit quelqu'un d'inoffensif et quelqu'un d'aimant envers lui. Petit bonus, en fait il y avait des petites rumeurs dans le qui disaient qu'il ne pouvait pas faire une histoire normale, et c'est grâce à ça qu'il a fait une histoire normale, on va dire. Donc pour Fujimoto, cette histoire un peu des histoires pour les oeufs est une histoire normale, faut le retenir pour ses prochaines œuvres. S'il parle de faire une histoire normale, il y aura toujours un peu une notion, à mon avis, de fantastique. La deuxième des œuvres de ce deuxième recueil, c'est le syndrome de métamorphose en fille au réveil, ou en japonais Mibu Sametara Onanoko ni Naiteta Yamai. Cette fois aussi encore le thème du what the fuck, de l'école, de l'amour, mais également du changement de sexe. Tout simplement, dès le réveil, le protagoniste devient une femme. C'est un élève qui de base est en couple aussi avec sa copine,
Donc en fait sa copine va découvrir qu'il est devenu une femme et qui donc pour continuer à rester ensemble, ils vont devoir avoir une relation lesbienne. Les gens vont apprendre qu'il est devenu une femme et il va subir de l'harcèlement scolaire et sexuel. Mais le frère de sa copine va lui le défendre. C'est un peu un homme droit qui va directement frapper les élèves qui l'emmerdent et vis-à-vis de ça, le premier sentiment de société c'est qu'il a les yeux ébahis et donc qu'il est amoureux finalement de frère de sa sœur, comme si qu'il avait changé de vision en fait, et il va donc le dire à sa copine. Et aussi, comme dans d'autres choses, il demande pardon également, parce qu'en fait, encore une fois, il demande pardon pour tout et rien. C'est quelque chose qui revient également très souvent. Et donc voilà, il va y avoir un enchaînement de choses qui vont se passer, qui vont faire qu'il va tout simplement comprendre que ce n'est pas de l'amour qu'il a pour le frère de sa copine, tout simplement en fait de l'admiration pour le fait de l'avoir défendu. Et donc au final, il va, malgré le fait qu'il ne peut plus redevenir un homme, rester avec sa copine, mais donc avec une relation lesbienne. Et donc en bonus, il nous dit, bon c'est une petite anecdote, mais il n'a pas pu mettre l'histoire en entier sur le site où il l'avait publié parce que la capacité était limitée. Avant-dernier one-shot de cette vidéo, la prophétie de Nayuta, ou en japonais Yogen no Nayuta. Évidemment, cette œuvre a un lien plus ou moins direct avec Chainsaw Man, elle a été faite bien avant Chainsaw Man, mais on retrouve un personnage qui sera présent plus particulièrement dans la partie 2 de Chainsaw Man, mais qui n'est pas présent vers la fin de la partie 1. Sauf que, au final, tout ce qui se passe dans ce one-shot n'est pas représentatif spécialement du passé qu'elle aura dans Chainsaw Man, on n'est pas sûr. Donc cette fois, on va un peu voir le thème, non pas des aliens, mais plus des démons, plus récemment des cornus, avec donc Nayuta. On a également le thème de la mort, du tragique qui revient. Toujours ce côté what the fuck qui va arriver, parce qu'on va un peu avoir ce sentiment bizarre de Nayuta qui dit des insanités à chaque fois qu'elle parle. Elle ne parle pas la même langue que nous en fait. Elle dit meurt, crève, tout ce genre de mots. Que des mots vraiment négatifs en fait sortent de sa bouche, genre même quand elle veut dire quelque chose de positif. Le mec pour parler normalement elle est obligée d'écrire. Nayuta est un peu psychopathe sur les bords, en partie à cause des gens. En fait elle a été considérée dès le départ comme une prophétie, comme une personne qui allait tuer le monde entier. Mais le truc c'est qu'en fait les gens, vu qu'ils ont tout ça, il y a des manifs pour en mode on doit la tuer alors qu'elle a rien fait techniquement avant. Mais à côté il y a son frère qui essaye de la sauver, donc de la protéger, etc. Malgré le fait qu'elle est un peu spéciale, on va dire. Le grand frère s'appelle Kenji, donc ça ressemble vraiment à Denji, et si vous avez lu Chainsaw Man, vous pouvez faire le rapprochement entre petite sœur, grand frère, et donc c'est comme ça qu'en fait elle va grandir, malgré le fait qu'elle devient de plus en plus bizarre, avec des animaux surtout. Et à un moment elle va un peu péter un câble, et elle va faire une grosse peur à tout le monde, elle va tuer personne, mais elle va, enfin, tuer personne d'humain, mais elle va provoquer de gros dégâts. Tout le bazar qui s'est passé, c'est arrêté avec Kenji qui a giflé doucement à dire sa sœur. En fait, Kenji a toujours subi les actions de sa sœur sans avoir l'autorité de grand frère. La seule façon qu'il a trouvé pour l'arrêter, c'est d'avoir de l'influence en mode de dire non, tu arrêtes. Parce qu'en fait, Manuta n'a pas la notion de bien ou de mal, elle n'habite pas dans le même monde que nous, clairement, c'est ce qui est dit dans l'œuvre. Et en fait, lui dire que c'est mal, elle arrête. Et aussi, petite chose importante, c'est que, donc évidemment, il y a toujours cette notion de tragique, mais d'espoir, parce qu'à la fin, Kenji décide en fait de partir de la ville avec sa sœur, parce que suite à ce truc là qui s'est passé, ils veulent plus la voir, clairement. Ils veulent la toujours tuer, mais lui il va dire bon je pars avec elle, je quitte tout. De toute façon j'ai pas de travail, je n'aurai peut-être pas là-bas, mais au moins je serai avec ma soeur tranquille. Petit bonus pour cette fois-ci pour le one shot sur Nayuta. Fujimoto a voulu créer avec Nayuta un personnage qui a la personnalité marquée, et il apprécie encore beaucoup le personnage, d'où le fait qu'on va la revoir dans Chainsaw Man. Enfin, dernier one shot de cette vidéo, la grande sœur de la petite sœur, ou en japonais Imuto no Ane. Donc dans ce dernier one shot, on a encore une fois le thème de l'école, le thème encore de la fraternité entre deux sœurs ils ont une relation bizarre. En fait, la grande sœur s'est éloignée de sa petite sœur parce que elle la collait dans tout ce qu'elle faisait, notamment ses études, où la petite sœur s'est lancée dans l'art malgré le fait qu'elle n'a jamais dessiné. Elle a réussi à avoir un très bon niveau quand même. Un lycée d'art plastique, ça a évidemment un lien avec la vie de Fujimoto qui est passée dans une école d'art. On a le thème de la peinture, quelque chose qui parle beaucoup à Fujimoto. On a toujours le thème de what the fuck évidemment, et cette fois-ci la nudité, parce qu'en fait la petite sœur va dessiner de tête la grande sœur et va remporter un concours qui fait que la grande sœur va être affichée au milieu de l'école pendant un an.
Donc un nu de la grande sœur va être affiché dans l'école pendant 1 an, parce que sa petite sœur l'a dessiné. Du coup, elle va subir des sortes d'harcèlement. Et en fait, à l'image de Look Back, vous allez voir, ça a un lien plus tard en plus. Le lien entre la grande et la petite sœur rappelle un peu Fujino et Kyomoto dans Look Back. C'est-à-dire qu'on a fait que quelqu'un suit un autre, essaye de s'inspirer, on va dire, d'avoir quelqu'un comme modèle, quoi. La dualité entre les deux et les sentiments propres, quand même. Cette fois-ci, la grande sœur veut, elle, l'indépendance, elle veut, elle, aller en école d'art après, etc. Et c'est pour ça qu'elle s'isole un peu de sa sœur, qui, elle, la prend comme modèle, et elle va comprendre qu'en fait, elle ne fait pas ça elle n'a pas fait ce nu pour le nuer, mais plutôt pour montrer un peu qu'elle existe, pour montrer un peu tout ce qu'elle a appris. Elle a fait en fait sa sœur de tête parce qu'elle l'admire tous les jours. Elle a fait le corps de sa sœur nu de tête parce qu'elle l'a admiré tous les jours, alors que sa grande sœur ne pourrait pas faire ça parce qu'elle ne regarde plus sa petite sœur. Et donc quand elle va comprendre ça, la grande sœur a quand même son autorité de grande sœur, mais pour se rapprocher un peu de sa sœur en même temps, elle va faire un nu d'elle-même et elle va donc gagner le concours. Mais donc elle va réafficher un nu d'elle, mais cette fois-ci dessiné par elle-même, et expliquer à sa sœur les différences qu'elle a fait au niveau de la taille de sa poitrine, etc. pour que ce soit plus réaliste, pour que ce soit meilleur en fait. En mode, la grande sœur veut dépasser cette fois-ci la petite sœur sur son propre domaine. Et c'est vraiment en fait, cette dualité, cette concurrence qui est entre les deux qui stimule, on va dire, l'art entre les deux. Donc en bonus, on apprend que cette histoire est un socle à Look Back, ça se voyait plus ou moins sur plusieurs aspects. Et donc voici la fameuse anecdote de Fujimoto pour la fin de ce deuxième recueil. Jusqu'à l'âge de 24 ans, je vivais avec ma petite amie dans un appartement à 15 000 yens, situé dans la ville de Yamagata. Comme nos voisins étaient gentils, on recevait des légumes et des fruits. Malgré notre relative pauvreté, on mangeait plutôt bien. Bien que sans le sou, on élevait un petit poisson de type Medaka, que j'ai découvert mort un matin d'été. Et là, comme dans le manga Parasite, j'étais sur le point de jeter son cadavre à la poubelle, quand ma petite amie m'a dit qu'elle voulait que je l'enterre. Je me suis donc dirigé seul vers le parc. Je pensais ensevelir le petit poisson au pied d'un grand arbre qui s'y trouvait. Mais la terre était si dure que je me suis abîmé les mains sans réussir à creuser. Faute d'alternative, j'imaginais prétendre avoir enterré le Medaka qui, en attendant, traînait au sol. Alors que je l'observais, des fourmis sont arrivées dans le but évident de l'emporter. J'ignore ce qui m'a pris, mais à cet instant, pour la première fois, j'ai ressenti une sorte d'attachement pour le poisson. Alors j'ai chassé les fourmis qui l'assaillaient et je les mangeais. Le lendemain, j'ai eu une indigestion. Quand ma petite amie m'a demandé si je n'avais rien mangé de bizarre, j'ai eu peur de lui avouer que j'avais avalé le Medaka. Alors j'ai esquivé en mentant. Dans ma vie, on m'a beaucoup grondé. Alors aujourd'hui, quand j'ai peur qu'on me passe à savon, malgré moi, je mens. La plupart du temps, mes bobards sont vite éventés, mais celui-là a échappé à la règle. Aujourd'hui, plus que le remords d'avoir gobé ce pauvre Medaka, c'est le sentiment de culpabilité envers la petite amie à qui j'ai menti qui me reste en mémoire. Permettez-moi de profiter de ces pages pour avouer mon crime. Ça montre la folie de ce personnage qui est Tatsuki Fujimoto. Toutes ses œuvres permettent de voir un peu les thèmes qui reviennent. Clairement, la présence d'un élément what the fuck, la présence souvent de l'école, de l'adolescence, de l'amour aussi, avec les sentiments dans le cœur qui palpitent, avec également la notion de tragique qui revient, la glace qui revient même également, beaucoup de choses qui reviennent, vous voyez. Et le fait d'avoir ça de façon plutôt chronologique, je trouve ça assez intéressant, ça permet de vraiment de connaître tout ce qu'a fait à peu près l'auteur, et voir son évolution tant en termes de dessin, parce qu'on sent que les derniers dessins se rapprochent beaucoup plus du style de Chainsaw Man, notamment, et tout simplement de ses dernières œuvres, mais que dès le début de ses premières œuvres, il a quand même un style très très bien, mais il gardait toujours les mêmes thèmes, et au final ces thèmes ils sont évolués au fur et à mesure. C'est plus trop les aliens, maintenant c'est plus les démons. La tragédie a toujours une part importante. On sent aussi avec les commentaires, ça nous apprend pas mal de choses sur d'où il vient et sa personnalité. Des choses qu'on imaginait déjà mais qu'on a plus ou moins confirmées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!